Thomas Hobbes, l'homme est une machine. Orphelin de naissance, Thomas Hobbes est recueilli par un oncle fortuné qui lui offre une excellente éducation. Diplômé d'Oxford, il devient le précepteur des fils du comte de Devonshire. Cette fonction lui permet de voyager à travers toute l'Europe, il parcourt ainsi la France, l'Italie, l'Allemagne, et de rencontrer de nombreux savants et penseurs renommés, dont Galilée et les philosophes français Martin Mersenne, Pierre Gassendi et surtout René Descartes. En 1640, Hobbes, fuyant la guerre civile anglaise, s'installe en France où il reste 11 années. Son premier ouvrage, De Cive, est publié à Paris en 1642. Mais c'est au Léviathan, véritable condensé de ses idées en matière d'éthique, de politique et de philosophie, qu'il doit son succès. Il poursuit ses travaux jusqu'à sa mort à 91 ans en 1679. Thomas Hobbes est célèbre pour sa philosophie politique, mais il a écrit sur un large éventail de sujets. Cependant, nombre de ses conceptions sont pour le moins controversées, en particulier sa défense de ce qu'on nomme aujourd'hui le physicalisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle toute entité existant dans l'univers est de nature uniquement physique. Pour Hobbes, tous les animaux, y compris les hommes, ne sont rien d'autre que des machines de chair et de sang. Ce genre de théorie métaphysique était assez en vogue vers le milieu du XVIIe siècle, à l'époque où Hobbes écrivait. Les sciences physiques se développaient rapidement, apportant des explications claires et intelligibles à des phénomènes jusque-là obscurs ou mal compris. Hobbes avait rencontré l'astronome Galilée et il était en contact étroit avec Francis Bacon. Hobbes voyait dans la science et dans les mathématiques l'instrument parfait pour contrer la scolastique médiévale. Comme beaucoup de penseurs de son temps, il était convaincu qu'il n'y a pas de limite aux possibilités de la science. Il tenait pour établi que toute question sur la nature de l'univers pouvait être résolue par une explication formulée scientifiquement. Dans Léviathan, son œuvre de philosophie politique majeure, Hobbes affirme que l'univers, c'est-à-dire la masse entière de toutes les choses qui sont, est corporel, c'est-à-dire corps, et il a des dimensions, à savoir longueur, largeur et profondeur, que chaque partie d'un corps est également un corps, et que ce qui n'est pas corps n'est pas partie de l'univers. Mais le fait que toutes les choses soient purement physiques n'implique pas que nous puissions les percevoir toutes. Certains corps ou objets, dit Hobbes, sont imperceptibles, bien qu'ils occupent un espace physique et qu'ils aient des dimensions. Il les appelle des esprits. Certains d'entre eux, qu'il nomme esprits animaux, une notion couramment employée à l'époque, sont responsables de la plupart des activités animales et humaines en particulier. Ces esprits animaux se meuvent autour du corps, transportant et transmettant des informations de la même façon que le fait le système nerveux tel que nous le comprenons aujourd'hui. Hobbes semble parfois appliquer son concept des esprits physiques à Dieu et à d'autres entités de la religion, comme les anges. Toutefois, il déclare par ailleurs que Dieu est le seul parmi tous les esprits qui puisse être qualifié d'incorporel. Pour Hobbes, l'entendement humain est incapable de comprendre pleinement la nature divine des attributs de Dieu. Aussi, le terme incorporel est le seul qui puisse exprimer et en même temps honorer la substance inconnaissable de Dieu. Hobbes précise clairement toutefois qu'à ses yeux, l'existence et la nature de toutes les entités religieuses sont affaires de foi et non de science, et que Dieu en particulier reste au-delà de notre compréhension. Considérant que les êtres humains sont purement physiques et ne sont donc rien de plus que des machines biologiques, Hobbes a du mal à rendre compte de ce que peut être l'esprit, la pensée. En fait, il ne sait pas vraiment. Il se contente de présenter les grandes lignes de ce que la science devrait, selon lui, parvenir à mettre en évidence dans ce domaine. Encore n'envisage-t-il que certaines activités mentales, comme le mouvement volontaire, l'appétit et l'aversion, des phénomènes qui peuvent être étudiés et expliqués selon une optique mécaniste. En revanche, il reste muet sur ce que le philosophe australien moderne David Chalmers appelle le difficile problème de la conscience.
Chalmers relève que certaines fonctions de la conscience, comme l'utilisation du langage et l'élaboration de l'information, peuvent s'expliquer assez facilement en termes de mécanismes assumant ces fonctions, et que les philosophes physicalistes ont proposé diverses variantes de cette approche au cours des siècles. Toutefois, ils ne parviennent pas à résoudre le problème plus ardu de la nature de la conscience en tant qu'expérience subjective, à la première personne. Il semble exister une non-coïncidence, un hiatus irréductible entre d'une part les objets des sciences physiologiques et d'autre part le sujet de l'expérience consciente. Et il semblerait que Hobbes ne s'en soit pas aperçu. Hobbes n'apporte que peu d'arguments à l'appui de sa certitude selon laquelle tout, y compris les êtres humains, est de nature purement physique. Il ne semble pas remarquer que ce qu'il dit des esprits, qui sont selon lui matériels mais imperceptibles, pourrait tout aussi bien permettre d'affirmer qu'il existe des substances non matérielles. Pour la plupart des gens, il est plus aisé de concevoir qu'une chose imperceptible est une entité immatérielle, purement mentale, que de concevoir qu'elle reste envers et contre tout une entité physique. De plus, puisque les esprits matériels de Hobbes ne peuvent que posséder les mêmes propriétés que tous les autres types d'objets physiques, ils ne peuvent aider en rien à la compréhension de ce qu'est la conscience. Hobbes s'en est également pris avec vigueur aux conceptions développées par Descartes dans ses méditations publiées en 1641. Descartes voulait établir la distinction réelle entre l'esprit et le corps et montrer qu'il s'agit de deux substances totalement différentes. Dans un passage de son De corpore, publié 14 ans plus tard, Hobbes revient sur ce problème en citant et en le déformant un passage de Descartes pour le critiquer. Il réfute la conclusion cartésienne selon laquelle le corps et l'âme sont des substances différentes, en reprochant à Descartes d'utiliser le terme de substance incorporelle à propos de l'esprit. Pour Hobbes, il s'agit là de l'exemple même d'une formule creuse et dépourvue de signification. À ses yeux, elle revient à parler d'un corps sans corps, ce qui n'a aucun sens. Il fonde sa critique sur son principe selon lequel toutes les substances sont des corps. Toute substance est un corps et il ne peut exister de choses incorporelles. En fait, le sens exact que Hobbes attribue au terme physique ou corporel dans sa définition des esprits physiques n'est pas clair. Si ces objectifs s'appliquent à tout ce qui a trois dimensions dans l'espace, alors Hobbes exclurait une large part de ce que nous pensons comme des objets physiques. Sa théorie sur la nature du monde exclurait la physique des particules subatomiques. Faute d'une explication claire de ces termes clés, l'affirmation selon laquelle toute chose du monde doit s'appliquer en termes de physique apparaît de moins en moins comme un jugement scientifique, mais à l'inverse comme un préjugé non scientifique et non philosophique à l'encontre de la notion de mental. Cependant, les théories mécanistes de Hobbes étaient bien dans l'air du temps, à une époque qui devait remettre en cause de façon radicale toutes les conceptions jusqu'alors admises, qu'elles concernaient l'homme et la société, ou la substance et le fonctionnement de l'univers qui nous entoure. C'est de cette révolution de la pensée qu'est issu le monde moderne. Citation. Car qu'est-ce que le cœur sinon un ressort, les nerfs sinon de nombreux ressorts, et les jointures, sinon autant de nombreuses roues qui donnent du mouvement à l'ensemble du corps. Outre les sensations, les pensées et l'enchaînement des pensées, l'esprit humain n'a aucun autre mouvement.